Bonjour à tous et bienvenue pour ce numéro de l'émission Nippon Gambare, le premier magazine 100% football japonais. Dans l'actualité de cette semaine, on reviendra sur la qualification de l'équipe nationale espoir aux Jeux Olympiques de Londres. On passera en revue les performances de la semaine des Européens. Enfin, on analysera les résultats des matchs de la seconde journée de J-League qui se sont déroulés samedi dernier. Alors pour parler du football japonais aujourd'hui, j'ai en ma compagnie Manu, Denis et Mathias. Mais avant d'attaquer les analyses et vos questions, messieurs, on va tout d'abord revenir sur les faits marquants de la semaine. L'équipe espoir du Japon a affronté le Bahreïn pour son dernier match éliminatoire aux prochains Jeux Olympiques de Londres. Un match nul suffisait au Nippon pour se qualifier. Les hommes de Takashi Sekizuka ont fait mieux puisqu'ils se sont imposés 2-0 dans une rencontre à sens unique. Ogihara, le solide milieu défensif du Cerezo Osaka, a profité du travail d'Araguchi pour ouvrir le score à la 54e minute de jeu. 5 minutes plus tard, les Japonais allaient doubler la mise grâce à un autre milieu de terrain du Cerezo Osaka, Hiroshi Kiyotake, qui fusillait d'une frappe puissante Mohamed Al-Ayam. 2-0, score final, le Japon assure sa qualification avec brio et peut nourrir de beaux espoirs quant à son parcours olympique cet été. En Europe, les expatriés japonais se sont montrés discrets cette semaine. Seul Atsuto Uchida a ainsi délivré une passe décisive lors de la victoire de Schalke 04 3-1 face à Hambourg pour le compte de la 25e journée du championnat d'Allemagne. Toujours en Bundesliga, en joué hier la 26e journée, Dortmund avait l'occasion de consolider sa place de leader au classement et les supporters des jaunes et noirs peuvent remercier une fois de plus Shinji Kagawa, auteur du seul et unique but de la rencontre dès la 8e minute de jeu. Il s'agit de la 9e réalisation du japonais cette saison. Takashi Inui s'est quant à lui illustré lors de la défaite 2-1 de Bochum. C'était face à Duisbourg lors de la 26e journée de seconde division allemande. Le Nippon inscrit quant à lui son 7e but de la saison. En J-League, la seconde journée a donné lieu à quelques résultats surprenants, comme la défaite du champion Kashiwa sur la pelouse des Reds d'Urawa 1-0. Le but fut inscrit par Despotovic à la 36e minute de jeu. Suite à une erreur de relance de Wagner, les Reds enregistrent leur première victoire de la saison, de quoi redonner le sourire aux supporters qui n'ont pas encore oublié l'année 2011. Dans les autres rencontres de cette journée, on retiendra la victoire du FC Tokyo face à Nagoya, la nouvelle défaite du Gamba Osaka dans le derby du week-end et le succès mérité de Vegalta Sendai sur le terrain de Yokohama. Au classement, Sendai est leader, suivi du Vissel Kobe et de Tokyo. Le Gamba Osaka, l'Albirex Niigata et les Kashima Antlers n'ont toujours pas marqué le moindre point depuis la reprise de la J-League. Nous allons revenir tout d'abord en détail sur la performance de l'équipe espoir. Alors je rappelle que je suis en compagnie de Manu, Denis et Mathias. Mathias qui est rédacteur cofondateur du site nippongambare.com et responsable de la communication. Messieurs, bonjour. Salut Nabil. Salut Nabil. Salut Denis. Alors que pensez-vous du parcours éliminatoire des moins de 23 ans? On commence avec toi Manu. Oui, moi j'ai trouvé que globalement c'était un bon parcours. On a l'impression que cette équipe elle savait plus ou moins où elle allait. Enfin, l'équipe savait où elle allait. Savoir si Sekizuka, l'entraîneur, savait où il allait, c'est une autre question. Mais bon, il y a quand même un grand réservoir de jeunes très intéressants au Japon. Bon, ils ont rencontré quelques difficultés en Syrie notamment, mais ils sont jeunes, c'est normal qu'il y ait que l'équipe trébuche de temps à autre. Mais globalement, c'était bien. Et puis, on a une équipe et un 11 de départ qui commence à se dessiner petit à petit. Donc, c'est tout à fait satisfaisant. Et puis, la dernière performance face au Bahreïn, c'était du très très haut niveau. Donc, j'attends les JO avec impatience et vraiment enthousiasme. Donc, Mathias, tu as pu suivre un peu cette rencontre avec les espoirs ou pas? Oui, tout à fait. Oui, j'ai vu les images. J'ai suivi la dernière rencontre face à Bahreïn, qui s'est conclue par une belle victoire 2-0. C'est un match qui a été maîtrisé de bout en bout par les Japonais, donc ça conclut une bonne campagne qualificative pour les Jeux Olympiques. Une nouvelle qualification d'ailleurs pour
les espoirs japonais. Hein. Après, je pense que le parcours de qualification a pas été un long fleuve tranquille, hein, même si, bien sûr, il a été couronné de réussite. Je pense notamment au match contre la Syrie, hein, qui s'est joué il y a peu de temps, donc en Jordanie, qui a été délocalisé en Jordanie à la suite des derniers événements politiques en Syrie, donc ça se comprenait, et qui s'était soldé par une défaite 2-1 des Japonais, hein, notamment avec un but de dernière minute complètement incroyable qui a pris de court Gonda, le gardien japonais. Mais à part ça, enfin, je pense que si on regarde toute la campagne qualificative, y compris le tour précédent, je pense que c'était plutôt pas mal. Hein. Donc avec, comme disait Manu, un bon vivier de joueurs japonais, de bons espoirs pour la suite. C'est notamment peut-être aussi pour le tournoi de Toulon, hein, puisque les Japonais vont le disputer avant le tournoi olympique. Voilà. Un tournoi qui va donc servir de préparation alors pour les prochains Jeux Olympiques. Alors il y a un joueur qui a effectué son retour dans le groupe, c'est Hiroshi Kiyotake. Donc son retour a fait le plus grand bien à l'équipe, il a inscrit un but. Il avait réussi ses débuts chez Léa avec 4 passes décisives. Alors question, hein, Zaccheroni doit-il le rappeler en équipe première? Bah écoutez, bon je vais commencer, mais je pense que Kiyotake est un bon élément hein, pour que ce soit pour les espoirs ou même l'équipa. Hein. C'est vrai qu'il a plutôt brillé avec les espoirs actuellement, mais au regard de ses performances en J-League, je pense que ça peut être un élément intéressant à intégrer dans l'effectif des seniors au niveau de l'équipe nationale. Donc pourquoi pas, mais après bon, les choix de Zaccheroni sont ce qu'ils sont. Il faudra suivre aussi là aussi l'affaire. Donc mais je pense que malgré tout, ça pourrait être une bonne addition au groupe japonais. T'es d'accord avec ça, Manu, pour dire que Kiyotake peut apporter un plus au niveau de l'équipe chez Léa? Oui et non. Moi, je suis toujours très sceptique sur les débuts extraordinaires en équipe nationale. Hein. Je vous rappelle que Julien Faubert avait marqué un but pour la France aussi dans d'autres temps. Donc Kiyotake, j'aime bien, c'est un joueur que j'apprécie et puis il montre des trucs pas mal du tout chaque week-end avec le Cerezo Osaka, même si ça manque encore un petit peu de constance. Et puis également c'est la filière Oita Trinita, hein, comme Higashi, comme pas mal de joueurs. Donc on a toujours de bons talents, mais quand je regarde un Takashi Inui qui colle des tours de rein à tous les défenseurs chaque week-end en Allemagne, je me dis que il faudrait peut-être plus chercher de ce côté-là déjà avec un joueur affirmé qui a 24 ans, plutôt que du côté de Kiyotake qui a selon moi encore pas mal de choses à prouver, même si c'est un excellent espoir. Mais laissons-le avec les espoirs, il va leur rendre beaucoup de services. Attendons pour l'équipe nationale. D'accord, donc c'était pour conclure le chapitre sur les moins de 23 ans. On passe maintenant aux Japonais évoluant en Europe. On va parler de Kagawa, mais avant, on va juste dire quand même un mot sur le traitement médiatique qui a été réservé à Nagatomo suite à sa prestation face à l'Olympique de Marseille. On rappelle que l'Inter de Milan a été éliminé malgré sa victoire 2-1. Alors Manu, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le traitement médiatique de la presse française et étrangère sur le japonais? Bah, c'est quelque chose de très classique, c'est-à-dire qu'en début de match, comme on a la flemme d'analyser et puis d'essayer de donner des renseignements construits aux téléspectateurs, on joue sur le chauvinisme et puis le propos de comptoir. On désigne un bouc émissaire qu'on taille pendant un peu tout le match. Je trouvais ça un peu, ça m'a pas étonné, mais bon, je trouvais ça vraiment symptomatique de pas mal de problèmes du journalisme sportif en France, hein, notamment quand t'as un gars qui joue titulaire du côté gauche à l'Inter, bon bah tu t'arrêtes pas à c'est un petit japonais, c'est exotique et puis on sait pas, ça a pas l'air terrible. Tu fais un petit chinois tu vois qui que le voilà, gars était meilleur latéral gauche. Voilà. Ça m'a passablement énervé, mais bon, faut tout passer là-dessus, simplement. on en aura d'autres des comme ça.